Depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump en janvier, on a presque chacune de ces annonces qui est décortiquée et commentée par les journalistes, les historiens et les vidéastes des différentes plateformes. Peut-être que j'ai un peu ma part aussi. Et comme on essaye avec mon équipe de rebondir sur l'actualité, on a joué le jeu sur les réseaux sociaux quand ça nous semblait pertinent et qu'on pensait pouvoir apporter un éclairage historique intéressant. Sauf qu'au bout de quelques semaines, franchement, on n'en pouvait plus, parce que Trump par-ci, Trump par-là, qu'est-ce qu'il a encore fait celui-là? Je sais pas si vous avez aussi ressenti cette lassitude autour de l'actualité américaine, mais franchement, chapeau aux journalistes qui bossent au quotidien là-dessus, parce que nous, à notre échelle, on était quand même un peu saoulés et on a un peu jeté l'éponge. Et pourtant, il y avait des sujets qui méritent vraiment notre attention. Par exemple, 3 jours après le début de son mandat, Trump a annoncé la déclassification des archives gouvernementales concernant les assassinats du président John Kennedy en 1963 et de son frère Robert Kennedy en 1968, ainsi que celui de Martin Luther King la même année. Cette décision, elle a été actée le 18 mars et d'un coup, comme ça, on a plus de 80 000 documents qui ont été partagés au monde. Et justement, début janvier, on avait aussi couvert l'histoire de la publication aux Pays-Bas des noms de 425 000 personnes qui étaient soupçonnées de collaboration ou de sympathie avec l'occupant allemand lors de la Seconde Guerre mondiale. Des noms qui sortaient tout droit des archives qu'on a récemment déclassifiées et qui ont été consacrés aux dossiers et aux enquêtes menées par les tribunaux spéciaux de la Haye à la sortie de la guerre. Et donc, avec ces deux actualités qui tombent un petit peu dans les mêmes eaux, je me suis posé beaucoup de questions sur comment fonctionnent les archives. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Qui a le droit d'y accéder? Et pourquoi ça semble être un enjeu aussi important pour que le président des États-Unis fasse ce genre d'annonce en grande pompe si peu de temps après son investiture? Alors je sais qu'on n'est pas à l'école, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, faut savoir quand même de quoi on parle. Alors vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps. Le mot archive, il a plusieurs sens. Il va à la fois désigner les documents que l'on garde et les lieux dans lesquels on les conserve. Ensuite, on peut faire la distinction entre les archives publiques, qui sont produites par les pouvoirs publics, et les archives privées, par exemple celles d'entreprises, d'associations, ou les vôtres, les miennes, celles de votre voisin. Bref, tout le monde peut produire de l'archive. Alexandre Rios-Borde, spécialiste du renseignement et de la surveillance ainsi que des États-Unis contemporains, nous en dit un peu plus. Donc une archive, on dit un document, quelle que soit sa forme. Quelle que soit sa forme, le premier truc qui vous vient sans doute à l'esprit quand on parle d'une archive, qui vient en général à l'esprit, c'est un document papier, évidemment. On trouve plein de poussière dans une boîte. Et avant ça, d'autres formes que le papier dans la boîte. Moi, je suis contemporanéiste, donc je travaille sur des papiers, y compris dactylographiés, donc qui sont très modernes. En réalité, quand on revient dans le passé, l'archive, ça peut être un parchemin, un papyrus en Égypte, ou même une tablette dans l'Antiquité. Donc, c'est un document matériel, mais en réalité, vous savez qu'il y a d'autres types d'archives qui sont également conservées. Il faut penser aux archives sonores, aux archives photographiques, aux archives filmées, et puis désormais aux archives, à l'archivage de données informatiques ou numériques, puisqu'on est passé de l'âge de la lettre que vous pouviez conserver au mail. Et donc, on conserve désormais dans beaucoup d'institutions les échanges par mail, puisque c'est la nouvelle forme d'archive du futur. En soi donc, tout peut être une archive à partir du moment où quelqu'un décide de les conserver. Tiens, par exemple, tous les papiers officiels qu'on va garder à la maison. Même mon journal intime de quand j'avais 12 ans et que j'ai décidé de garder, ça compte comme des archives privées. Et je dis pas que ça va servir un jour à un musée, mais c'est une archive. Et si on veut, on peut même déposer nos journaux intimes dans des archives publiques spécifiques qui se chargent de récupérer les archives personnelles. Au fil du temps, pendant que les civilisations et leur administration se sont développées, tous ces documents, ils ont pris de l'importance. Parce que, c'est des outils pour gérer un appareil administratif qui est de plus en plus complexe. On a des preuves de propriété, des actes de naissance ou de mariage, des perceptions de taxes et des impôts, et tout ça, faut bien en garder une trace. Aujourd'hui, en tout cas, on peut dire que les archives ont une double fonction. Parce que d'un côté, elles vont servir aux chercheurs pour comprendre le passé, et de l'autre, elles vont garantir le droit de regard des citoyens sur l'action de l'État. Mais pourtant, certaines archives compilées dans les instituts publics ne sont pas accessibles. Toutes les archives ne sont pas directement accessibles. Il y a un principe de publicité qui existe dans la plupart des pays contemporains, des pays démocratiques contemporains, qui est l'idée que toute institution, tout document produit par une institution publique doit être immédiatement accessible. Et donc la publicité est le principe par défaut. Il y a des archives néanmoins non communicables.
c'est-à-dire non immédiatement communicables, pour trois motifs principaux dans les régimes démocratiques habituels. Trois groupes de motifs. Premier groupe de motifs, vie privée. La préservation de la vie privée, des informations relatives à la vie privée des individus qui pourraient être contenues dans ces documents. C'est par exemple toutes les informations personnelles et intimes, mais aussi les informations vous concernant, mais récupérées par des institutions. On pense directement à tout ce qui touche au secret médical, aux impôts, etc. Deuxième raison pour laquelle on garde des documents publics secrets détenus ou fabriqués par les institutions, c'est tout ce qui tient au fonctionnement du gouvernement. Le cas le plus évident, c'est par exemple la confidentialité des enquêtes et des délibérations du gouvernement. On a accès au rapport final et aux décisions qui y sont prises, mais pas dans les détails. Et puis il y a une troisième catégorie d'archives non communicables. Ce sont celles qui ont trait aux aspects très régaliens du pouvoir, qui ont trait à la politique étrangère, à la défense et à ce qu'on appelle la sécurité nationale, au moins dans le cadre anglo-saxon, américain. Et là, les archives sont non seulement non communicables, mais en général, elles sont classifiées. C'est-à-dire on leur a attribué un statut particulier qui en interdit l'accès aux individus qui n'ont pas, pour prendre l'expression consacrée en France, qui n'ont pas besoin d'en connaître, c'est-à-dire qui ne sont pas identifiés comme des individus devant avoir accès à ces documents. Ces documents classifiés s'attachent donc à un statut particulier qui est manifesté sur les documents depuis le début du XXe siècle par des coups de tampon. Et donc des tampons que vous connaissez bien, c'est les tampons en France, c'est top secret, secret confidentiel. Donc non seulement ces documents sont non communicables, mais leur secret est protégé par la loi et leur divulgation est lourdement sanctionnée. Et ça, même si vous n'en aviez pas conscience. Par exemple, un employé du gouvernement qui fait un selfie au bureau sans réaliser qu'on peut voir sur son écran d'ordi des documents classifiés, il est en tort, même si son but c'était juste de poster une story Insta pour immortaliser sa nouvelle coupe de cheveux. Mais évidemment, dans tout ça, des documents classifiés le restent pas toute leur vie. L'acte de déclassification, c'est l'acte volontaire qui consiste à rendre accessible le document ou son contenu, à lever l'interdit d'accès qui s'appliquait à ce document. Très concrètement, cette déclassification, dans la période contemporaine, dans les documents administratifs, elle va elle aussi se marquer par un autre coup de tampon qui vient par-dessus le coup de tampon précédent et qui marque que c'est désormais non classifié, en général avec une date de déclassification d'ailleurs. Donc en réalité, il s'agit de dégrader le statut de cette information et de la rendre finalement accessible et utilisable. Les règles, elles sont assez similaires entre les différents pays démocratiques libéraux. Les documents classifiés le sont seulement pendant un certain délai et une fois ce délai écoulé, eh bien la déclassification est automatique. Mais on peut aussi avoir des cas où les détenteurs d'archives vont décider de déclassifier plutôt une catégorie de documents. Alors évidemment, concrètement, ça veut pas dire que le jour où le délai de classification est passé, pouf, le document est scanné et est mis à la disposition de tous. Mais ça veut dire qu'on peut demander à la consulter et qu'à moins d'une raison valable émise par les autorités, on pourra y avoir accès. Alors dans tout ça, on peut aussi demander à consulter un document qui est classifié. Mais là, forcément, c'est plus long, parce que l'autorité émettrice de l'archive va devoir examiner la demande et décider si, oui ou non, le document demandé peut être déclassifié et communicable. On va dire qu'en soi, il n'y a pas de loi universelle, et les pays se copient les uns les autres en utilisant un modèle similaire, mais chacun avec ses propres subtilités. Et c'est par exemple le cas pour les États-Unis. En 1966, le président Lyndon B. Johnson va signer le Freedom of Information Act, ou FOIA, une loi emblématique qui va obliger les agences fédérales américaines à transmettre leurs documents à quiconque en fait la demande, qu'il soit américain ou étranger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? En fait, le Freedom of Information Act, ça sert à trois choses. Un, il rend par défaut le principe de publicité, enfin, il fait de la publicité le principe par défaut, et donc de la publicité de l'ensemble des documents des bureaucraties. Deuxième chose, il oblige ces mêmes agences fédérales et ces départements fédéraux à rendre accessibles leurs documents, c'est-à-dire à prendre des mesures proactives pour rendre publiques leurs décisions, leurs rapports, leurs règlements. Et donc, il impose tout un tas d'obligations qui rendent publique l'activité bureaucratique. Et puis, troisième chose, il crée, c'est peut-être sa partie la plus connue ou la plus célèbre, en particulier chez les chercheurs, c'est la possibilité de faire une demande individuelle de déclassification
les documents, et donc c'est la procédure du Freedom of Information Act auquel j'ai eu affaire plusieurs fois dans ma carrière, et qui consiste à faire une demande de documents à l'agence, aux archives nationales et ou à l'agence émettrice des documents pour obtenir sa déclassification. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a quand même tout et rien dit, parce que dans les faits, c'est quand même un sacré délire. Déjà, le gouvernement américain, il est fédéral, c'est-à-dire que chaque État a son propre fonctionnement et sa propre version du Freedom of Information Act, chacun avec ses petites subtilités. Ensuite, l'appareil d'État américain, il est super complexe avec de nombreuses agences et organisations gouvernementales qui ont aussi leur propre manière de fonctionner et donc de classifier. Ça prend assez longtemps. Il y a assez peu de choses à justifier aux États-Unis. Vous dites juste un formulaire dans lequel vous donnez votre nom, dans lequel vous identifiez raisonnablement, comme le dit la loi, les documents auxquels vous souhaitez avoir accès. Moi, par exemple, dans le dernier cas que j'ai fait, il s'agissait d'une affaire d'espionnage en Californie. J'ai donné le nom des individus qui avaient été impliqués dans cette affaire d'espionnage, et j'ai demandé les documents du FBI qui concernaient l'enquête dont je savais qu'elle avait été menée par la presse, en réalité, de l'époque. Et donc, j'ai demandé les documents qui concernaient cette enquête. Vous remplissez ces documents, vous pouvez dire pourquoi vous faites cette demande, mais c'est uniquement pour ne pas avoir à payer de frais. Donc, si on considère que votre demande est justifiée, et en l'occurrence elle l'est dans le cadre de recherche historique, vous ne payez pas de frais supplémentaires, c'est gratuit. Et puis ensuite, vous déposez cette petite demande, et ensuite, il faut être patient. La dernière demande est déposée en septembre 2018, et j'ai obtenu les documents il y a quelques mois. Donc, c'est quand même quelques années d'attente pour une vieille affaire d'espionnage, certes, mais des années 1900, fin des années 30. Rien de nucléaire, rien de très sensible en matière technique, mais quand même 5 ans pour me déclassifier 800 pages, pour vous dire les choses très concrètement. C'est très moderne désormais. Autrefois, vous aviez accès, on vous donnait des copies. Désormais, vous avez accès, vous avez un lien qui est activé par le FBI. Vous recevez un mail du FBI qui active le lien, et vous avez 48 heures pour aller télécharger des documents PDF qui contiennent les documents qu'on a déclassifiés gentiment pour vous. Voilà, c'est comme ça que ça se passe très concrètement. Grâce au Freedom of Information Act, en fait, le principe de base, c'est dans la publicité des documents publics. C'est-à-dire que, en gros, ils sont pas secrets. Mais vous vous en doutez, il y a des exemptions particulières, des documents qui sont mis au secret et qui donc sont classifiés. Alors, les règles de classification et de déclassification des documents, c'est plus le Freedom of Information Act qui va entrer en jeu, mais là, c'est les Executive Orders, qu'on pourrait traduire en français par des décrets présidentiels. Et le dernier en date, c'est celui de l'administration Obama en 2009, qui établit les règles précises qui sont encore en usage aujourd'hui. On a donc 3 niveaux de classification qui sont prévus. Alors le premier, c'est confidentiel, avec mon super accent français. Ça, c'est quand une fuite peut nuire à la sécurité nationale. Ensuite, on a secret. Donc ça, c'est si ça peut causer des dommages assez graves à la sécurité nationale. Et enfin, on a top secret, ça c'est quand ça peut avoir des conséquences qui sont vraiment très très graves. Et chaque niveau va correspondre à un degré de sensibilité croissant, et forcément, plus c'est haut, plus c'est verrouillé. Et depuis les années Bill Clinton, c'est-à-dire depuis le tournant des années 90, on a été injecté l'idée du délai. Donc des documents classifiés, dit le dernier Executive Order, ont forcément une durée de la classification est forcément limitée. Ça, si je puis me permettre, c'est beaucoup plus transparent, c'est beaucoup plus rapidement transparent qu'en France. Un document classifié, il ne peut pas être classifié au-delà de 25 ans. La classification doit être justifiée, et au-delà de 25 ans. Donc la durée de vie d'une classification, top secret ou secret, c'est 25 ans. Sauf, exemption, portée à 50 ans si ça concerne une série de domaines particulièrement sensibles, la défense nationale, le domaine nucléaire, la politique étrangère, auquel cas on peut monter à une cinquantaine d'années, à 50 ans exactement. Et puis sur justification très particulière, 75 ans, qui est le maximum. Et donc dans les affaires comme celle de l'assassinat de John Kennedy, de celui de son frère ou même de Martin Luther King, on pourrait se demander quand même, est-ce qu'on a déjà eu accès à tout ça? Eh bien oui, c'était en 1963 et en 1968. Donc on a entre 62 et 57 ans respectivement qui sont passés, et peut-être que des archives sont encore sous le sceau du secret, rangées quelque part au fond d'un bâtiment, attendant qu'on les trouve pour révéler tous leurs secrets. Et peut-être que ça va éclairer d'une lumière nouvelle ces événements si discutés. On a tous entendu parler des théories du complot autour de l'assassinat de JFK. Immédiatement après qu'il ait été abattu, on a pas mal de personnes qu'on soupçonnait
soupçonner que le meurtre faisait en fait partie d'un complot plus vaste. Ces théories, elles ont même grandement été popularisées au début des années 1990 par le film JFK d'Oliver Stone. Alors je sais pas si vous l'avez vu, mais le film il propose une version de l'événement qui met en scène des agents du FBI, de la CIA et de l'armée comme co-conspirateurs. Et ça va tellement relancer les théories du complot que l'administration du président George Bush va émettre en 1992 une nouvelle loi, la President John Fitzgerald Kennedy Assassination Record Collection Act. Tout document qui avait trait à l'assassinat à ce moment-là ou ultérieurement devait être versé à l'intérieur de ce fonds et que par ailleurs on devait rendre ces documents absolument accessibles. Bref, concernant l'actualité sur les 3 assassinats, est-ce que c'est un coup de com' ou est-ce qu'on peut apprendre de nouvelles révélations sur ces sujets? Dans les faits, ça veut dire que tous les documents en lien avec l'assassinat de l'ancien président doivent être rendus publics dans un délai de 25 ans, à condition que la sécurité nationale des États-Unis ne soit pas en danger par ces parutions. Mais aussi qu'ils sont tous rassemblés au même endroit dans une collection prévue à cet effet à la National Archive and Record Administration. Très concrètement, ça veut dire qu'aux archives nationales, quand vous allez vous y présenter, quand vous vous présentiez déjà avant cette dernière publication, il y a carrément un fonds particulier avec un lieu particulier. Il y a tellement de chercheurs, de journalistes, de curieux qui viennent demander ces autres documents qu'il y a un desk particulier. Il y a carrément un endroit particulier où vous déposez vos demandes pour les archives JFK. C'est à part de tout le reste. À cause de cette loi de 1992, mais aussi de la curiosité des gens pour le sujet et les délais de déclassification, faut l'avouer, en réalité, il y a plus grand chose à déclassifier. Près de 6 millions de pages d'archives, de photographies, de films, d'enregistrements sonores et d'objets ont déjà été rendus publics par le passé. D'ailleurs, la plupart des éléments étaient déjà dans le rapport Warren de 1964 et donc a déjà été rendu public. Alors il restait peut-être quelques petites choses intéressantes, mais probablement surtout parce qu'elles révélaient des choses sur le fonctionnement interne des services de renseignement ou sur l'identité de sources impliquées. En mars, on a donc 63 000 pages qui ont été déposées sur le site des Archives nationales américaines à la demande de Trump. Et ces documents, ils sont consultables par tous, c'est-à-dire par vous et par moi compris. J'ai commencé à regarder, vous trouvez des trucs à voir avec l'assassinat proprement dit. C'est-à-dire ça a à faire avec tel article de presse a été publié en 1967. Et donc la CIA va classer secret un truc où elle s'inquiète d'être accusée d'être derrière l'assassinat. Alors je sais pas ce que vont en tirer les complotistes. Mais vous comprenez bien pourquoi ils s'intéressent à ça. Vous allez avoir des trucs qui vont concerner Jane Fonda, parce que Jane Fonda s'engage au moment pour militer pour qu'on sache la vérité. Et donc on va dire à Jane Fonda, elle milite, donc il va y avoir un petit document qui dit. Vous voyez, donc en réalité, c'est un truc de briquet de broc dans lequel vous n'avez pas trouvé tous les documents ne concernent certainement pas les événements des assassinats proprement dits. A priori, pas de complot géant en vue, donc malheureusement ça aurait fait une chouette histoire. La conclusion, ça reste pour l'instant la même qu'avant, donc à savoir que Lee Harvey Oswald a agi seul. Ce qui peut surprendre dans tout ça, c'est plutôt la décision de Trump de lier l'affaire JFK à celle de Robert Kennedy et de Martin Luther King. Et d'ailleurs, il a dit dans son décret qu'il considère que les 3 affaires appartiennent à la même chose et au même contexte. Il le dit d'ailleurs dans l'executive order, dans le préambule, il dit en dépit du fait qu'il n'y a pas de loi du Congrès qui m'obligerait à rendre, qui mettrait dans le même sac en quelque sorte l'affaire de Robert Kennedy et l'affaire de Luther King, je considère que les 3 affaires appartiennent à la même chose et donc je réclame la publicité complète des documents détenus par les différents départements et les agences de l'État sur ces 3 affaires ensemble. C'est vrai que les assassinats de Robert Kennedy et Martin Luther King se sont déroulés seulement quelques années plus tard, après celui de JFK. Mais dans les 2 cas, les faits sont quand même relativement bien établis. L'un est tué par Sirhan Sirhan et l'autre par James Earl Ray. Encore une fois, il n'y a pas de conspiration en vue. Les tueurs ont agi seuls et pour des raisons qui leur sont propres. En réalité, sur les 3 affaires, il est très peu probable que l'on ait tout d'un coup des révélations fracassantes ou des renversements interprétatifs sur ce qui s'est déroulé dans les 3 cas. Il est aussi peu probable, inversement, que cela clôt les débats.
et que cela clôt la verve des uns et des autres à imaginer que les enquêtes officielles ne sont pas parvenues à la juste conclusion dans les 3 cas, en particulier dans le cas de Kennedy, le président, mais ce serait valable dans une moindre mesure pour les 2 autres cas aussi. Bon, moi je me prononce pas en tant qu'historien, ce sont des faits très particuliers par le fait justement de l'investissement public dont ils ont été l'objet depuis désormais plus d'une soixantaine d'années, enfin presque une soixantaine d'années pour les 3 cas. Ce sont des faits qui désormais sont engloutis sous des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de pages de discours, d'interprétations, de découpage des faits, de redécoupage, des témoignages, des documents. Donc l'idée que de toute façon on va établir une réalité simple auquel adhérera l'intégralité de la population, c'est sans doute illusoire. Bon, alors c'est pas pour autant que ces documents, ils sont pas intéressants, évidemment, mais pas tant pour enquêter sur des complots et des hypothèses de complots gouvernementaux. Ce qu'on peut imaginer que ça apporte, c'est des bribes de connaissances sur le fonctionnement de telle ou telle agence de renseignement ou de police fédérale, sur d'autres situations en réalité qui étaient connectées à l'assassinat et plus encore à ce qui s'est déroulé ensuite dans les années suivantes. Et donc là, on pourra éventuellement avoir accès à des documents qui pourraient être intéressants historiquement, mais sur toute autre en réalité question que sur les assassinats proprement dits. Alors, on peut se demander pourquoi ce geste de la part de Donald Trump s'il y a plus grand-chose à découvrir. C'est quoi le but derrière? Pour Trump, quel est l'intérêt? Moi, j'imagine mon interprétation, c'est que c'est de se présenter comme l'homme de la transparence et de la vérité contre Washington, c'est-à-dire contre la bureaucratie. En réalité, au revers de son discours sur le fait de rendre public ces documents, il y a le discours sur l'État profond et donc sur la bureaucratie qui cache une partie de ses activités au peuple américain. Bien, lui, il n'est pas l'homme de cet État profond. Il pourfend l'État profond et donc il rend visible et il rend accessible à tous ces documents. Les archives, leur classification et leur déclassification, c'est devenu aujourd'hui une énorme machine. On a un historien, Matthew Connelly, qui estime par exemple que le gouvernement américain classe environ 3 documents par seconde. Il y a tellement de données qui sont classées top secret que franchement c'est impossible d'évaluer leur volume exact. Et la fascination sur des affaires comme celle dont on a parlé aujourd'hui, le fonctionnement parfois opaque des gouvernements et l'idée qu'ils nous cachent des choses, va bien illustrer l'enjeu politique derrière la déclassification et l'accès aux archives. Chaque fois qu'on rend public quelque chose dans ces domaines un peu souterrains de l'État, ça laisse imaginer qu'il en reste beaucoup plus dessous, qu'on a affaire à la tête de l'iceberg. Mais parfois on a tout donné, hein. Il n'y a pas beaucoup plus que la tête de l'iceberg. En France aussi, les archives sont un enjeu politique assez important. Aujourd'hui, les délais de communication des archives sont de 25 ans pour les secrets commerciaux, 50 ans pour les documents liés à la vie privée ou à la défense nationale, et 100 ans pour les dossiers pouvant mettre des individus en danger. Mais dans tous les cas, l'accès aux documents classifiés secret défense, il est assez compliqué. Jusqu'en 2011, il devenait librement accessible après 50 ans, et là, le citoyen pouvait demander sans aucune autre formalité d'y avoir accès. L'IGI 1300, qui a été instauré cette année-là, a changé la donne, puisque même passé ce délai, une demande de déclassification est nécessaire. Sauf que le problème, c'est de retrouver l'organisme qui avait classé le document à l'origine pour lui en faire la demande. Bref, ça devient un sacré casse-tête administratif qui, dans les faits, va souvent bloquer l'accès aux archives. En 2015, sous l'impulsion de François Hollande, toutes les archives de la Seconde Guerre mondiale sont devenues consultables sans restriction. Et ça contredit clairement l'IGI 1300 parce qu'elle supprime la nécessité de déclassification. Et cette ouverture, elle reste vraiment exceptionnelle et elle ne concerne que la Seconde Guerre mondiale. Pour les autres archives classifiées, l'IGI 1300 continue de s'appliquer. Mais en 2021, on a des archivistes et historiens qui ont saisi le Conseil d'État et qui vont annuler l'IGI 1300 en jugeant qu'elle contredit le Code du patrimoine en garantissant l'accès aux archives après un certain délai. En réponse, on a le gouvernement qui a renforcé la protection des secrets d'État. Et ceux qui sont liés à l'industrie nucléaire, par exemple, pourraient rester secrets indéfiniment. De manière assez récente, il existe une catégorie d'archives incommunicables, donc qui ne sont pas soumises au délai, au fameux délai qui, à échéance, les rendrait publics. C'est tout ce qui concerne notamment l'armement nucléaire, la fabrication de l'armement nucléaire, radiologique, biologique. Donc
ce qu'on appellerait de l'autre côté de l'Atlantique les armes de destruction massive. Donc sur ces catégories-là, il y a une forme de sine die qui a été posée à l'interdit d'accès et de communication. Sinon, normalement, avec délai, la publication reste la règle. Les archives qui ne seront jamais publiées, il me semble que la meilleure archive qui ne sera jamais publiée, c'est celle qui n'a jamais été écrite, ou c'est celle que l'on a détruite. Celle que l'on n'a jamais écrite, c'est l'ordre oral. Alors on voit bien le dilemme de tout ça, puisque d'un côté, il faut protéger la sécurité nationale, et de l'autre, il y a un vrai besoin d'accéder aux archives pour comprendre l'histoire et pour demander des comptes à l'État. Et cet équilibre-là, il est toujours hyper fragile. Mais on pourrait se dire quand même, pourquoi ne pas tout déclassifier ? Pourquoi ne pas prôner une transparence parfaite entre les gouvernements et les citoyens ? Déclassification de toutes les archives, c'est une bonne ou une mauvaise idée pour un gouvernement. Alors je répondrai en rappelant d'abord le motif de la déclassification, c'est-à-dire c'est l'idée qu'il faut maintenir une certaine forme de publicité, de transparence des actions publiques du gouvernement pour éviter ce qu'on appelait autrefois ce qu'on a pu appeler la corruption du pouvoir, ce qu'on appelait au XVIIIe siècle la corruption des pouvoirs. Donc elle a un motif cette déclassification. En revanche, tout déclassifier immédiatement, j'en appelle à la réflexion de chacun des citoyens, c'est-à-dire les motifs d'exemption à la publicité, de non-communicabilité des documents. Il y a qu'à réfléchir à chacun des motifs et de regarder si c'est justifié. En matière de classification stricto sensu, la protection des intérêts supérieurs de la défense nationale, la protection d'une confidentialité des relations avec les autres nations, exige sans doute une forme au moins temporaire de mise au secret. Si l'ensemble des discussions gouvernementales concernant la politique étrangère de la France et ses relations avec tel ou tel pays dans le monde étaient rendues immédiatement publiques, on pourrait pas avoir de relation avec beaucoup de gens. C'est comme si vous me demandiez si la publicité de l'ensemble de votre vie, la mise en public de l'ensemble de votre vie est une bonne idée. Pas forcément. Donc voilà, je pense aussi aux classifications pour des raisons judiciaires, enfin les mises au secret, les non-communicabilités pour des raisons judiciaires ou de vie privée tout simplement. Tout ça rend nécessaire le fait de classifier. Par ailleurs, même à échéance dans l'histoire, en réalité, les effets sont parfois un peu pervers de la publicité. Les États-Unis, par exemple, le pays sur lequel je travaille, a depuis très longtemps une politique de publicité, d'ouverture assez importante relativement. Elle est à la fois ancienne et elle reste importante. Les Américains, sans aller vers une transparence totale, y compris dans des domaines qui nécessitent la classification des documents stricto sensu, la politique étrangère, la sécurité nationale, rendent public beaucoup de choses assez vite et assez bien. Paradoxalement, on peut se demander si ça leur a porté bonheur d'une certaine manière, si ça a été favorable à l'image des États-Unis dans le monde. Moi, il se trouve que je travaille entre autres sur les opérations clandestines, que je fais des cours sur les opérations clandestines, et quand je démarre le cours, à chaque fois, je leur dis que on travaille sur les États-Unis pour une raison, notamment, c'est que la transparence des archives, l'accès aux archives, permet de faire en partie l'histoire des opérations clandestines aux États-Unis, même si beaucoup de choses restent inaccessibles. Beaucoup de choses le sont, effectivement. Mais finalement, ça a pour effet de laisser entendre, en quelque sorte, par effet d'asymétrie, que les États-Unis mènent plus d'opérations clandestines que leurs adversaires, par exemple. Et donc, si je vous dis coup d'État masqué, vous allez penser aux États-Unis, alors qu'il est fort probable et même on le sait pour une bonne partie, l'Union soviétique, par exemple, dans la guerre froide, se soit elle aussi régulièrement laissée aller aux moyens clandestins un peu partout dans le monde. Donc en réalité, le fait d'être plus transparent, d'être plus respectueux du principe, c'est pas forcément payé de retour, si l'on peut dire, dans la durée. Il y a ce principe d'accès libre aux archives qui est hyper important pour l'histoire et pour la démocratie. Mais en face, il y a aussi la protection des secrets d'État qui prend parfois le dessus. Et ce qui inquiète pas mal les historiens et les archivistes, ça serait le durcissement des archives. Parce que sans accès aux archives, écrire l'histoire, ça devient beaucoup plus compliqué. Et surtout, on perd ce pouvoir de vérifier, de demander des comptes. En tout cas, petit à petit, avec la pression des chercheurs et les recours disponibles, les archives dites secrètes commencent à s'ouvrir et on peut se dire que c'est une bonne chose. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. J'aimerais remercier Bastien Verdier et Hélène Paulet pour leur écriture sur un sujet
peu connues concernant la déclassification des archives. J'aimerais remercier également Alexandre Riosbord pour avoir accepté de répondre à mes questions. N'oubliez pas en tout cas de vous abonner à la chaîne et de me suivre sur Insta, sur Facebook, sur TikTok, puisqu'on est absolument partout. Salut!